Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique, le plateau sur lequel on pose des réflexions, on développe certains sujets cruciaux pour la nation en vue d'influer les politiques ou tout simplement de donner des réponses aux citoyens, donner le maximum de réponses aux questions que vous pouvez vous poser chez vous. Depuis 2012, le Mali fait face à une crise multidimensionnelle marquée par des attaques qui mettent en mal la stabilité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Énormément d'initiatives ont été mises en place pour un retour à la paix, entre autres le dialogue national inclusif, les journées de concertation, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien. Mais la question est toujours en train de se poser, est-ce que ces différents dialogues ont pu apporter des résultats probants? On ne sait pas, on le verra sur cette table. Mais il y a aussi un dialogue sur lequel on aimerait bien avoir un peu plus d'éclaircissement. Peut-être que c'est un dialogue qui peut apporter sa pierre à l'édifice pour le Mali en paix de demain. Il s'agit du dialogue doctrinal. Est-ce que ce dialogue a-t-elle des défis? Et évidemment, est-ce qu'elle peut avoir des perspectives de pouvoir s'installer au Mali? Il s'agira aussi sur ce plateau de comprendre qu'est-ce que c'est que le dialogue doctrinal. Pour ce faire, nous avons pour thème aujourd'hui la question du dialogue doctrinal, enjeux, défis et perspectives. Pour en débattre et pour pousser la réflexion sur ce plateau téléspectateur de Mandé TV, j'ai le plaisir de recevoir M. Boubacar Ba. Il est chercheur, directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Okay, merci. Et surtout, merci de vous rendre disponible pour le plaisir de nos téléspectateurs. Deuxième invité sur ce plateau est Monsieur Mohamed Abdellahi El Kali. Monsieur Abdellahi El Kali, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Encore une fois, vous n'êtes pas un inconnu, on dira. Oui, sincèrement, oui. Un habitué de ce plateau, oui. Merci de vous rendre disponible, messieurs. Voilà le sujet que nous allons poser sur la table aujourd'hui, sur le plateau de Mandé TV. Vous êtes des chercheurs pour Monsieur Ba, et spécialistes sur des questions de sécurité et des questions sociales dans le Sahel. Le dialogue doctrinal, on en parle. Avant d'arriver à ce dialogue doctrinal, on aimerait bien avoir une brève analyse de vos parts sur la situation sécuritaire dans le Sahel et notamment au Mali. Je vais commencer par vous, Monsieur Ba. Quelle analyse faites-vous? Bon, merci beaucoup. Le contexte du Sahel, il y a 3 zones dans le Sahel. Comprenons-nous d'abord. Il y a ce qu'on appelle le Sahel central, qui comprend le Mali, le Burkina Faso, le Niger, donc, parce que le Sahel va depuis le Cap Vert jusqu'au Cap Gardafoui, en Afrique de l'Est. Mais nous parlons de certaines régions du Sahel. À ce titre, il y a le Sahel central, donc Mali, Burkina, Niger, Burkina Faso bien sûr, et puis la partie du Tchad, donc c'est une partie qui va vers l'Afrique centrale, et puis la partie ouest du Sahel central, ça c'est la Mauritanie. Donc les 3 entités n'ont pas les mêmes visions, les mêmes approches de gouvernance et les mêmes approches sécuritaires. Et ces dernières années, nous avons vu la Mauritanie depuis 2010 a pu trouver une approche de dialogue avec les groupes belligérants et réorganiser son territoire et se structurer dans sa dynamique proche du Maghreb, parce que la Mauritanie se réclame beaucoup plus proche de l'Union du Maghreb arabe, mais se retrouve dans l'espace aussi qui est très proche de la CEDEAO. Le Tchad est de l'Afrique centrale, mais d'un point de vue géographique, se retrouve aussi lié au Sahel d'une façon générale. Donc cette zone sahélienne est marquée par des dynamiques. C'est des zones de polygones de crises. Des crises sécuritaires, des crises humanitaires et des crises politiques, institutionnelles. Donc nous avons observé depuis quelques années, d'ailleurs une dizaine d'années ou même plus, c'est la crise qui a commencé au Moyen-Orient depuis le 11 septembre 2001, avec les conséquences connues en Irak, en Syrie, en Libye avec le printemps arabe, l'Algérie avec la crise des années 90, et ce qu'on appelle la crise du
terrorisme ou bien la crise du djihadisme au niveau mondial a influencé dans ces zones-là. Donc la région du Sahel central est marquée depuis quelques années par des attaques de groupes armés qu'on appelle groupes insurrectionnels, des belligérants qui ont une idéologie politique, qui parlent du djihad, qui parlent aussi d'autres impensés comme les ACAT et autres. Donc nous avons vu proliférer ces groupes, occuper le nord du Mali, s'élargir au Burkina, et dans la région des Sahel surtout, du Burkina, aller dans la région de Tillabéri. Et aujourd'hui, nous avons des groupes armés qui sont dans cette zone. Nous avons par exemple le JNIM, qui couvre une grande partie de cette zone, avec ses groupes affiliés. Nous avons aussi l'État islamique dans le Sahara, avec le Sahel, et qui va jusqu'en Afrique de l'Ouest, du côté de Boko Haram au Nigeria. Donc c'est un polygone de crise, d'attaque, et surtout de déplacement des populations, de réfugiés dans la zone, et surtout de défiance face aux États. Donc les États du Sahel central ont pris les responsabilités en créant l'AES, avec sa force conjointe, avec son organisation politique et militaire. Donc nous voyons comment s'affrontent l'État islamique et les États du Sahel central, donc les trois de l'AES. Nous voyons aussi les combats entre le JNIM. Et ces dernières années, il y a eu des attaques du côté ouest du Mali, du côté de Boulkessi, avec des destructions importantes, des camps militaires et puis une riposte de l'armée. Nous avons vu du côté de Djoura, comme je l'ai dit tout à l'heure, Boulkessi, Djoura, après nous avons vu Tombouctou, après nous avons vu Tessit, après nous avons vu Mahou, et tout récemment nous avons vu Kaï, des attaques coordonnées dans cette localité. Donc c'est vraiment des attaques qui sont de grande envergure, qui détruisent des infrastructures économiques, qui détruisent des outils de développement, et l'armée aussi à travers, je dis bien, sa veille opérationnelle, surtout aérienne, avec les drones et puis les avions, a tenté de maîtriser. Donc face à ces situations, nous sommes dans le statu quo, une guerre qui continue chacun avec son narratif. Et moi, en tant que chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le niveau recherche. Mais ce n'est pas le citoyen qui parle, c'est le chercheur qui vous parle aujourd'hui, qui vous définit une telle situation et qui pense qu'il est temps qu'on réfléchisse, qu'on se prononce et qu'on voit les modes opératoires, qu'on voit aussi les moyens qu'il faut pour arrêter cette guerre et qu'on puisse stabiliser et surtout aider notre pays à recouvrer la paix et la cohésion sociale. D'accord, on le verra sûrement en développant notre thème du jour. Monsieur El Kali, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, votre analyse Oui. Sans pour autant faire le rappel historique, ce que M. Ba vient de faire tout à l'heure, par rapport à la situation géographique historique et l'avènement du conflit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les pays du Sahel font face vraiment à une, je dirais pas une insurrection de groupes terroristes, mais vraiment à des attaques soutenues de l'extérieur pour vraiment faire face à ce grand regroupement qui est l'AES aujourd'hui. Donc, la situation, on ne dirait pas que la situation, moi, à mon avis, la situation n'est pas une situation déplorable. Je pense qu'avec les derniers événements qu'on vient de voir, je pense que les armées des trois pays, je parle des trois pays de l'Est, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, sont en train d'avoir une solution. Et ne serait-ce qu'au Mali, par exemple, la question est où la mise en place du commandement opérationnel spécialisé, qui est en cours actuellement, on a commencé à voir les résultats de ce commandement à Kaï. Et ce commandement, à mon avis, regroupe 4 unités, qui est d'abord le bataillon de force spéciale, force antiterroriste, une unité d'intervention aérienne et également des groupes de reconnaissance qui aident les militaires, c'est-à-dire à leur donner des informations. Donc on a commencé déjà à travers l'attaque de Kaï à voir ces résultats. Moi je pense aujourd'hui que les militaires, c'est-à-dire je parle des FAMA, doivent être soutenus par, comme on appelle la population, les citoyens lambda, afin qu'on puisse vraiment avoir des informations réelles pour que nous puissions faire face à ces groupes terroristes. Monsieur Adelkaï, il s'agit ici, pour ce plateau en tout cas, de pouvoir comprendre cette crise, de pouvoir comprendre les attaques. Aujourd'hui, je ne vais pas à contrevent par rapport aux idées de l'un et l'autre. Logiquement, c'est cette posture que je dois avoir. Mais quand on parle aujourd'hui du JNIM, on ne peut pas l'ignorer, qui revendique certaines attaques. Oui, non, les attaques sont là, les attaques sont causées par Daesh, les attaques sont causées par le GS, également par le JNIM, et également par la Katiba de Massina. Ce sont des attaques où aucun Malien ne peut dire que ça n'existe pas. Mais le mode opératoire a changé depuis 2 ans. Et maintenant, on commence à avoir vraiment des réactions très très violentes de la part des groupes terroristes et narcotrafiquants. Donc aujourd'hui, sur le terrain, s'il faut sortir une carte, vous sortirez une carte avec
quel groupe qui attaque aujourd'hui? Oui, à mon avis, c'est actuellement, pour ce mois de juillet 2025. C'est le JNIM de Yad Agali qui vraiment a porté plus de coups, c'est-à-dire à l'endroit, c'est-à-dire des forces nationales. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Mais moi, je veux que les gens aient une lecture simple. C'est-à-dire le JNIM, la Katiba de Massina, le G, tout ça appartient à l'État islamique. Même s'ils n'ont pas la même philosophie, souvent ils ont des revendications différentes, mais tout se résume sur quelque chose. Et qui n'est d'autre chose que le fait de s'attaquer au symbole de l'État. D'accord. Quelle compréhension, M. Ba, faites-vous réellement de ces attaques, des attaques menées contre la gouvernance malienne aujourd'hui? Parce que c'est récurrent. C'est pas nouveau, hein. Ces attaques datent depuis longtemps par des régimes passés. Mais voilà, le curseur aujourd'hui voudrait être posé sur 2012, parce que c'est là où ça a été quand même assez spectaculaire. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire en tant que chercheur, compréhension de ce terrain aujourd'hui qui est nettement un terrain de jeu, entre guillemets, des forces du mal? Non, le terrain est marqué par un certain nombre d'acteurs d'abord. Vous avez posé la question, mais il faut quand même bien préciser, les acteurs ne sont pas les mêmes. Leur idéologie est différente. Contrairement à ce que Abdoulaye a dit, regardez quand vous prenez aujourd'hui l'État islamique. L'État islamique est parti de la création de Daesh en 2003 après la destruction du régime de Saddam Hussein. Le Daesh a été créé. Mais auparavant, il y avait Al-Qaïda. Donc Daesh, base principale dans la zone du Moyen-Orient, et groupe créé qu'on appelle IGS, donc État islamique et au Grand Sahara, et récemment c'est l'IS. Depuis 2 ou 3 ans on parle de l'État islamique au Sahel. Maintenant en Afrique de l'Ouest, il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui est lié à Boko Haram. Et maintenant quand vous prenez l'IS au Sahel, il y a des branches et des filiations locales. Là c'est clair, ils se combattent entre eux, ils ne sont pas les mêmes. Et surtout, d'un point de vue idéologique, je vais vous expliquer la différence entre eux pour arriver à rationaliser la problématique en tant que chercheur et voir aujourd'hui comment les forces en place opèrent sur le terrain. Du côté de Al-Qaïda, il y a Al-Qaïda globalement qui est dans le Moyen-Orient, qui était dirigé par Ben Laden, et après il y a eu Ayman el-Zahraoui, et puis après il y a la branche AQMI qui est au Maghreb, et les branches locales, ça veut dire quoi? La Katiba Massina, donc le JNIM qui est au niveau centre, la branche de Katiba Massina qui va de la boucle Niger jusqu'au sud du pays. Il y a la branche Ansar al-Islam qui va à la frontière du Burkina et qui avance vers les pays du Golfe de Guinée. Et la troisième branche qui va de Tillabéri jusque vers le parc de la W du côté du Bénin. Donc, c'est des zones géographiques, des zones topographiques, des zones sociologiques, des entités sociales qu'ils occupent. Et ils ont un discours, ils ne sont même pas les mêmes du point de vue du discours, du point de vue de l'idéologie. Daesh et ses branches locales disent, nous voulons un djihad global. Nous voulons remplacer les États par un djihad offensif. Nous voulons remettre en cause la gouvernance locale, remettre en cause les entités locales et mettre en place notre narratif. Alors que du côté de Al-Qaïda et ses branches locales, nous acceptons que les entités locales restent. Nous sommes contre les États, nous sommes contre la communauté internationale. Nous voulons notre idéologie en travaillant avec des entités locales, avec des structures locales, les chefs des villages, les imams. Donc d'un point de vue idéologique, ils sont différents. Du point de vue même de la vision du djihad, pour un djihad violent, offensif, qui remplace les structures, ça c'est Daesh et ses branches locales, alors que AQMI, et aussi bien que Al-Qaïda et ses branches locales, parlent d'idéologie, de gouvernance, en partant des changements au niveau idéologique, en partant des changements au niveau de la justice, en partant des changements au niveau des territoires, en partant au changement même au niveau de la société. Donc, les deux, là où ils se ressemblent, où ils s'apparentent, l'individu, la famille, la société et les États. Donc, en gros, tous les deux veulent des califats islamiques. Voilà un peu leur idéologie. Face à eux, les États qui sont des États laïques, des États républicains ne peuvent pas accepter ça. C'est pour cela que ce combat est d'abord idéologique. Il est dans la pensée, il est dans les attitudes,
il est dans la vision. Donc, clarifions ce point-là pour que ça soit très clair dans le débat. Nous sommes face à des groupes qui ont construit, depuis la destruction de l'Empire ottoman en 1924, avant même la Deuxième Guerre mondiale, après des siècles où l'Empire ottoman a pu gouverner dans le monde, il y a eu les frères musulmans en Égypte avec Hassan el-Banna, et tout ce processus qui a conduit à la révolution iranienne, et puis au Hamas et au Soudan, et d'autres pays en Asie, nous sommes face à des groupes qui veulent installer des califats sur des bases territoriales, sur des bases sociales et sur des bases religieuses. Voilà comment ces gens veulent se structurer. Et voilà aussi comment les États du Sahel aussi, qui ont mis en place leur système avec une force conjointe, avec des armées, comme l'a rappelé tout de suite mon frère Abdellahi, veulent riposter. Mais les dernières zones attaquées, la zone de Kaï avec d'autres localités, la zone de Djoura, la zone de Boulkessi, la zone de Mahou, la zone de Tombouctou, la zone de Tessit démontrent quand même que ces gens peuvent coordonner des actions, ils peuvent attaquer des entités, ils peuvent détruire des infrastructures. Moi, je crois que c'est là où il faut analyser, aller en profondeur et comprendre quelle est leur idéologie, mais quelle aussi leur capacité opérationnelle à pouvoir s'attaquer à des communautés et à des États. Donc voilà le questionnement, voilà l'interrogation avec plusieurs types de visions et d'approches qui s'entremêlent, qui s'interfèrent, qu'il faudrait déconstruire et comprendre. Comprendre leur capacité opérationnelle et pourquoi ils veulent vraiment s'attaquer à l'État. Moi, j'ai envie de vous demander, quel a été l'élément motivateur sur lequel le Mali, notamment les pays de l'AES, ont été des pays assez favorables à ce qu'ils s'installent là? Parce que c'est quand même assez particulier. Ils ne sont pas dans toute l'Afrique. Il y a des pays sur lesquels ça marche. Il y a des pays sur lesquels c'est encore très difficile. Mais il y a des pays sur lesquels ça a été plus facile. Parce que peut-être qu'il faut chercher à résoudre l'équation sur laquelle ça a été plus facile à s'installer que de pouvoir après, dans un deuxième temps, combattre. Oui, moi je pense qu'à mon avis, je l'ai toujours dit, je continue à le redire, c'est-à-dire nos territoires, c'est-à-dire je parle du Mali plus précisément, étaient des pays de transit pour les groupes terroristes. Ce n'était pas des pays avant les années 2012 où vraiment les terroristes voulaient s'installer définitivement. Mais c'est qu'après la chute du régime de Mohamed Kadhafi qu'ils ont eu vraiment un intérêt, c'est-à-dire pour nos localités du Nord. C'est-à-dire je parle de Tombouctou, je parle de Kidal, je parle de Ménaka. Donc ce sont des réflexions qu'il faut réellement avoir pour trouver la solution. Mais également vu, comme on appelle, l'élément de l'entité qui gouvernait le Mali, par exemple je parle du régime qui était en place à l'époque, et la population. Il y avait un fossé entre, c'est-à-dire les gouvernants et la population. Donc, ils se sont profités de ce trou-là, de ce trou qui est là, de ce fossé qui existe, pour vraiment séduire avec des discours vraiment extraordinaires, pour séduire certains jeunes, afin de les rejoindre et de remplir les rangs. Ça, c'est un élément fondateur et un élément vraiment qui les a donné la puissance et la force de rester au sein de nos communautés. Enfin, vraiment, de chercher même à un moment donné, d'être même des imams dans certains villages. Ça, c'est des faits qui existent, que nul ne peut battre. Donc, on peut, d'un point de vue, pointer du doigt ce qu'on appelle la gouvernance de l'époque, et également le rôle de la jeunesse, et également le lien entre les gouvernants et la population, qui ont été vraiment des éléments qui ont donné beaucoup d'activités, afin que les groupes terroristes vraiment puissent avoir beaucoup d'espace et occuper beaucoup d'espace dans nos localités. Également, l'absence de l'État dans certaines localités du pays, bien avant les années 2012. Il y avait des parties où vraiment tu ne trouvais pas de commandant, où le commandant venait juste administrer la journée, la nuit il n'est pas sur place, il n'y avait pas de base militaire. Tout cela a poussé vraiment ces groupes terroristes vraiment à bien s'installer et s'infiltrer au sein de la population. D'accord. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez aussi que d'entrée du jeu, ça a été question de discours? Non, il y a des éléments qui apparaissent. Et comme l'a dit tout de suite mon co-débatteur, en toute honnêteté, la faiblesse de l'État depuis des années. Ça, c'est vraiment depuis l'indépendance, avec les différentes rébellions, avec aussi les sécheresses. Et puis, beaucoup de jeunes du Nord sont partis en exode en Libye, en Algérie. Il y a eu une sorte de vide politique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de présence de l'État dans certaines localités, dans certains pans. Il y a eu aussi un vide communautaire parce que c'est des zones qui ont des vocations. C'est des zones de vocation pastorale. Si vous comprenez cette zone, tous ceux qui viennent du nord et du centre comprennent que c'est des zones pas forcément agricoles. C'est des zones où il y a
il y a des ressources pastorales et les acteurs sont entre des oueds, entre des mares, entre des zones de transhumance. Donc ça c'est un mode de vie. Donc, mais il faut quand même comprendre le type de revendication que ces gens veulent et comprendre aujourd'hui la nature idéologique qu'ils demandent. Avant, il y avait ce qu'on appelle les guerres conventionnelles. J'ai parlé tout à l'heure de cette évolution. Il y a un grand penseur qu'on appelle Karl von Clausewitz. Il a écrit de la guerre. C'est un traité de stratégie depuis 1832. Il explique que la guerre est un moyen parmi tant d'autres pour atteindre des objectifs politiques. Donc ça veut dire que dans le temps, les États, depuis le temps de Napoléon, c'est-à-dire les guerres napoléoniennes entre les États, entre la Prusse et la France, et la Russie à l'époque, donc les gens attaquaient pour pouvoir élargir les territoires et surtout définir des objectifs politiques. D'ailleurs même, Clausewitz, il a dit que la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, on est dans une guerre asymétrique. C'est très important, il y a deux visions. Il y a la vision insurrectionnelle et la vision contre-insurrectionnelle. Et là, il y a trois acteurs, il y a trois spécialistes qui ont analysé cette question. Je les cite parce que c'est important pour nos armées, c'est important pour nos chercheurs, c'est important pour nos écoles de guerre, c'est important pour nos centres de recherche, c'est important pour nos centres de réforme du secteur de la sécurité, c'est important aussi pour nos missions d'appui à la réconciliation de comprendre que certains auteurs comme David Galula, comme Roger Tronqui, comme Jacques Hogar ont défini ce qu'on appelle la guerre insurrectionnelle et la stratégie contre-insurrectionnelle. Ils ont fini par aboutir. La guerre insurrectionnelle, elle s'appuie sur la guérilla, elle s'appuie aussi sur des moyens de quadrillage du territoire par des actes très 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 spécifiques basés sur la dissimulation, l'infiltration et le secret. De l'autre côté, les guerres insurrectionnelles, c'est vraiment des États organisés, structurés avec des armées classiques, mais qui doivent faire des mutations vers aussi ces stratégies contre-insurrectionnelles. Donc nous sommes face à des modalités complexes. C'est la raison pour laquelle, dans un territoire comme le Mali de plus d'1 million de kilomètres carrés, il est difficile de sécuriser le pays, il est difficile que l'armée soit partout. Donc il faut travailler sur la gouvernance du renseignement, il faut travailler sur le cadrage du territoire, il faut travailler sur le dialogue politique et communautaire, il faut travailler aussi même sur le concept de stratégie de guerre. Donc voilà, moi, ma perception par rapport à votre question. Mais il y a des substrats, il y a aussi des propositions, il y a des solutions, mais ces dynamiques ne peuvent être trouvées que dans un cadre de dialogue, dans un cadre aussi de réflexion, où des acteurs de la société civile, des acteurs institutionnels, des acteurs chercheurs, des penseurs, des armées, des chefs des armées réfléchissent ensemble. Ce n'est pas l'élément d'un seul acteur, un seul isolé ne peut pas trouver la solution. Donc ta question englobe la recherche, la pensée, la stratégie, l'analyse et les dimensions du dialogue avec des facettes multiples. Il y a eu quand même des tentatives, hein. Il y a eu des approches même, je dirais bien, avec le dialogue national inclusif où on a mis des Maliens ensemble pour pouvoir réfléchir sur ces questions-là et faire en sorte que le Mali puisse retrouver la paix et qu'on sorte finalement de cette guerre multidimensionnelle qui, je dirais, n'a que trop duré. Et parmi les recommandations des concertations, des assises nationales de la refondation et même du dialogue intermalien, parmi ces recommandations, il a été dit qu'il faut dialoguer. Et la question du dialogue doctrinal s'est quand même posée. Votre avis, messieurs, sur le dialogue doctrinal? Je vais commencer par vous, monsieur Mohamed Abdellahi. Je pense qu'il faut que ça soit un peu clair dans les recommandations du dialogue intermalien, avant même les recommandations. Et je pense que le chef de l'État, le général Dramé Assimi Goïta à l'époque, avait lancé un appel à tous les fils du Mali et en nommant l'ex-premier ministre Ousmane Issoufi Maïga de piloter le dialogue intermalien. Et ce dialogue a appelé tous les fils du Mali. Ceux qui ont voulu venir à l'époque sont venus. Et ceux qui n'ont pas voulu venir ne sont pas venus. Mais tout le monde avait été associé à ce dialogue. Peut-être aussi ceux qui ne pouvaient pas venir. Oui, il se peut que d'autres ont dit on ne peut pas venir sans garantie. D'autres disent oui. Mais je pense que nous sommes tous des fils du Mali. Quand l'appel est lancé, si moi j'ai ma pierre à déposer, je dois être présent. Et les gens sont venus, ils ont discuté. Il y a d'autres personnes hors du dialogue intermalien. Par exemple, je pars ici, je suis en face de lui, le chasseur Boubacar Ba à l'époque, qui, si je m'en souviens très bien, il avait adressé une note ou une lettre au président du comité de dialogue intermalien afin de pouvoir exposer sur ce qu'on appelle le dialogue doctrinal. Et
il a fait Non, l'exposé. mais oui, on va pas personnifier le débat. Non, je viens par exemple à l'idéologie. C'est-à-dire que c'est pas que le dialogue doctrinal est sorti, fait partie exactement des recommandations du dialogue intermalien. Pas du tout. Mais c'était une proposition. Ça a été mis sur la table quand même. C'est Boubacar Ba qui avait fait, comme on appelle à l'époque, une conférence sur la thématique. Et en réalité, d'autres l'ont apprécié, d'autres non pas. Moi, personnellement, avec mes différentes recherches, je ne suis pas pour le dialogue doctrinal. Pourquoi? Pour le Mali, je dis bien. Okay. Vous savez, le dialogue doctrinal est un effort combinant des mesures sécuritaires avec des stratégies de déradicalisation, tout en impliquant la société civile, les chercheurs, les chefs religieux, mais dans un contexte, je dis bien dans un contexte où si l'autre revendique la charia, mais la charia ne s'impose pas. C'est ce que nous devons faire comprendre à Amadou Koufou Yadagali. La charia ne s'impose pas. Nous tous, nous revendiquons du prophète Mohammed. Il n'a pas imposé, la charia ne peut pas s'imposer. Un État adhère à la charia quand l'État veut. Mais la situation même, c'est-à-dire du Mali étant une république laïque, sur quoi aujourd'hui nous pouvons faire un dialogue doctrinal avec Amadou Koufou Yadagali? Sur quelle base? Mais ici à Bamako, vous partez dans les mosquées, vous trouverez qu'un chiite, un sunnite, un malikite, etc., nous prions tous dans les mêmes mosquées avec un autre imam qui n'est même pas du même courant religieux que vous. Mais vous priez ensemble. Donc chez nous, il n'y a pas un lien, ce qu'on appelle, c'est-à-dire nous voulons trouver ce problème, si vous voulez bien. Le dialogue doctrinal est présenté comme étant un soft fighting, c'est-à-dire un discours ou une négociation ou un dialogue non violent. Et si ce dialogue non violent autour de la table, moi j'ai dit, venez à Amadou Koufou, on va leur proposer quoi en contrepartie? Parce que ce sera un dialogue où il y aura plus de compromis, vraiment que des véritables négociations. Parce que l'État malien ne va jamais accepter de mettre sur la table 4 éléments. C'est-à-dire ce qui touche à l'intégrité du territoire, ce qui touche à l'unicité du Mali, ce qui touche à l'État laïque du Mali. Ce sont des questions qui ne seront jamais au rendez-vous du table de négociation pendant le dialogue doctrinal avec les terroristes et les groupes narcotrafiquants. Et également, l'un des âgés ou l'un des difficultés de ce dialogue, qui est-ce qu'il faut dialoguer avec qui? Parce qu'on fait face, comme il vient de le dire, on fait face à plusieurs acteurs. Mais quel groupe de terroristes faut-il appeler pour dialoguer avec? Est-ce que ce sont des terroristes nationaux, Amadou Koufou Yadagali, ou bien ce sont des bandits armés et narcotrafiquants qui ont quitté d'autres localités pour venir s'attaquer à l'État malien et dialoguer avec qui? Moi, je dirais non. Personnellement. D'accord, donc pour vous, le dialogue doctrinal n'est pas du tout envisageable pour les raisons que vous venez de donner. Et dans le contexte et la nature du conflit malien. Et ça a donné des résultats en Mauritanie, parce que je connais très bien la Mauritanie, à l'époque j'étais là-bas. Et la Mauritanie est une république islamique. Et également la Mauritanie a fait le dialogue doctrinal avec des prisonniers terroristes qui étaient en prison, mais n'est pas parti au front pour aller chercher les Ould Hamma, Ould Abdurrahman, etc. pour les faire venir sur la table. Pas du tout. Mais les prisonniers terroristes qui étaient à l'époque pris par l'État mauritanien ont participé au dialogue doctrinal. Et également il y avait, parce qu'à côté, un parti religieux, un parti islamique vraiment qui prenait de l'aile et qui dominait des mosquées. Vraiment, il fallait vraiment avoir des contre-discours pour stopper l'avancement de l'extrémisme religieux dans ces pays-là. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ba, votre approche par rapport à ce dialogue doctrinal que vous pouvez ici nous le dire clairement sur cette table. Bon, c'est-à-dire en toute modestie, hein, je l'ai dit, il a fait allusion à mon travail. On doit le dire, c'est une honnêteté intellectuelle qui l'exige. Lorsqu'il y a eu ce dialogue intermalien en 2024, en mai 2024, effectivement, j'ai fait une proposition en écrivant au Premier ministre Ousmane Issoufi, Maïga, et on a fait le débat dans 2 groupes de travail. Au niveau de la commission dialogue-réconciliation, dirigée par le ministre Zéné Moulaye, et puis l'autre groupe, le général Ismaël Assissé, la commission sécurité, je crois bien si je ne me trompe pas. Et il a donné son avis. Moi, mon avis est un peu différent. Pourquoi? Parce que ce soit le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, ces groupes qui attaquent le pays ont quand même une revendication idéologique. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire depuis les événements du 11 septembre, la Syrie, l'Irak, tout ce qui s'est passé. Il y a quand même un corpus revendicatif. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ces gens parlent du djihad, ils parlent aussi de charia. Mais tout ça, c'est du lié et dans un contexte de guerre insurrectionnelle qui fait que les gens ne comprennent pas. Le dialogue doctrinal, il est important, mais il s'agit de le mener avec calme, de le mener avec beaucoup de stratégie, de le mener aussi avec des ulémas. Et quand tout à l'heure, mon frère Mohamed Abdoulaye a dit qu'il ne pense pas, c'est son avis. Mais ce que moi je vais vous dire, en Mauritanie, c'est quand même des ulémas, dirigés par le ministère des Affaires religieuses. Ils ont même fait ce qu'on appelle le discours alternatif. Et ça marchait effectivement dans les prisons, mais ça a permis d'élargir dans le champ
du terrain de l'affrontement. C'est-à-dire, ils sont partis d'une approche d'un dialogue avec des prisonniers, mais en élargissant dans la sphère, en proposant des projets de développement, ce qu'on appelle aussi des mesures incitatives pour amener ces gens à laisser les armes et à intégrer la société, et à partir des actions de développement, à partir des initiatives de développement, à partir des initiatives de soft power ou autres. Maintenant, par rapport à nous, on n'est pas une république islamique, c'est vrai, mais nous avons des mosquées, nous avons des ulémas, nous avons des madrasas, nous avons des majlis, c'est des lieux de savoir. Mais nous avons des églises aussi quand même. Nous avons des églises. Nous avons aussi des catholiques et des protestants. Voilà. Mais la question... Nous avons aussi des communautés qui ne sont ni l'un ni l'autre. Exactement. Voilà. Mais une mosaïque vraiment religieuse complexe. Mais maintenant, comme aujourd'hui, une grande partie du territoire est attaquée, il est quand même intéressant, je dis bien, qu'on réfléchisse sur la conception de ce dialogue doctrinal. C'est-à-dire quoi? Ce n'est qu'un discours de déconstruction de l'extrémisme violent, de l'extrémisme et de la radicalité et de la radicalisation de leurs actions. Ils parlent du djihad, ils parlent de tout, ils n'arrivent pas à nous comprendre. Nous, on parle d'État laïque républicain, de gestion de la société, et ils parlent du djihad offensif, ils parlent de territorialisation, de pousser les gens à des actions violentes. Donc tant qu'il n'y a pas de dialogue, ça ne marchera pas. Et je l'ai dit tout à l'heure que les guerres ont changé. On n'est plus dans les guerres conventionnelles. Donc moi je pense que ça a été discuté, et ce qui est intéressant, c'est que nos oulémas s'accordent. Nous avons des oulémas de différentes tendances malikites, nous avons aussi des tendances salafistes, wahhabites, nous avons même des tendances chiites dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle des hanifistes, nous avons aussi même des al-shafiou, nous avons même al-bayti, c'est ça les chiites. Donc face à tout ça, même si c'est des groupes restreints, il est important, parce que nous sommes une société d'obédience malikite globalement, mais aussi avec ce qu'ils appellent des sunnas, c'est-à-dire des wahhabites salafistes. À partir du moment où il y a des écoles juridiques vraiment reconnues, il y a des voies comme la Qadriya, la Tidjaniya et les Ansarou. Il y a tout ce qui est... Donc pourquoi ne pas appeler nos oulémas et proposer un corpus? Ce corpus n'est pas pour arrêter la guerre dans l'immédiat, c'est d'aller dans le subconscient de ceux qui nous contestent pour leur dire attention, cette guerre, il ne faut pas aller sur la violence. Il y a des possibilités d'apaiser notre société si nous arrivons à humaniser la charia, si nous humanisons le djihad, nous humanisons les principes qui gèrent l'islam. Voilà l'importance de ce dialogue doctrinal. Il n'est pas dans l'immédiat, il est dans le temps, dans la durée, et surtout, ça se travaille dans la tête de ces gens. Il y en a aujourd'hui qui sont rentrés là-dedans, qui ne veulent même pas comprendre, ils veulent être violents, mais est-ce qu'ils savent pourquoi? Il y en a qui ont compris, mais qui sont assis, qui attendent. Donc s'il y a une convergence à travers cette réflexion, moi je suis certain que dans la durée, des gens qui ont l'esprit radical, violent et conflictuel peuvent être ramenés sur la table pour devenir des gens de cohésion sociale, des gens raisonnables et des gens de paix et de réconciliation. Mais M. Ba, comment amener ce dialogue doctrinal? Vous le dites, il faut l'emmener avec des ulémas. Oui. Mais vous n'avez pas dit qu'il faut les emmener avec des ulémas, avec des papes, avec des abbés, des chrétiens, enfin, les corporations chrétiennes. Comment installer ce dialogue doctrinal réellement, sachant que le Mali, vous l'avez dit tout de suite, n'est pas un pays islamique? Mais attendez là, vous ne comprenez pas. Et puis, oui. Il faut qu'on soit clair. Mali, les enjeux, on va essayer d'avancer. Alors, pour vous, quels sont les enjeux pour installer ce dialogue doctrinal? Quels sont les enjeux? Pour vous dire, il y a eu la conférence d'entente nationale en 2017 où les gens ont réclamé un dialogue avec Iyad Koufa. Un dialogue. Voilà, en 2017. Tout simplement. Il y a eu après le dialogue national inclusif. Il y a eu les gens qui ont réclamé ce dialogue. Il y a eu les assises nationales pour la refondation de l'État en 2022. Après, il y a eu la charte de la transition, après les événements de 2020 et de 2021. Et puis après, aujourd'hui, on est sur la charte. La question, elle vise des acteurs qui réclament des revendications islamiques. C'est ça la question. Ce n'est pas le dialogue politique entre les Maliens. Il n'y a pas un problème de relation entre chrétiens, protestants et musulmans. On n'a pas demandé ce dialogue ici, parce qu'il y a un apaisement. Ce qu'il y a comme défi, c'est comment trouver un islam apaisé. Il a dit tout à l'heure que tout le monde se retrouve à la mosquée. Aujourd'hui, tu vas dans une mosquée, tu vas trouver quelqu'un qui prend les bras et quelqu'un qui ne prend pas les bras. Il n'y a aucun combat entre eux. Tu vas trouver des mosquées où des gens ont une vision salafiste, wahhabite, et d'autres une vision malikite. Il y a d'autres qui sont dans la Qadriya. Tout ça, ça n'a pas amené une guerre dans notre pays. Ça a amené quand même des antagonismes quelque part. Ça a amené aussi des visions de différenciation. Mais des groupes armés qui attaquent le pays, qui disent qu'ils veulent aller au djihad, on a besoin de comprendre. Dans ce dialogue, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles ils s'attaquent au pays, de comprendre quel type d'islam ils défendent, de comprendre aussi ils travaillent pour qui.
Et là, c'est la construction, c'est la vision. L'enjeu et le défi, pour moi, c'est la capacité de faire raisonner des gens qui sont dans la violence, qui sont dans la radicalité, qui sont dans la radicalisation, qui sont dans les conflits. On les ramène sur des tables qu'ils comprennent que ce n'est ni la radicalisation, ce n'est ni la violence qui vont amener le pays à être apaisé ou à être stabilisé, mais dans le dialogue. Voilà. Et toutes les guerres du monde, et toutes les crises du monde, depuis la Première Guerre mondiale, en passant par la Deuxième Guerre mondiale, en pendant des crises les plus violentes dans le monde, guerre Iran-Irak, guerre de Corée du Nord, Corée du Sud, guerre en Amérique du Sud, guerre en Afrique, mais c'est la table de négociation. Soit elle est politique, c'est-à-dire le militaire accepte, soit elle est sociale, soit elle est idéologique. Et la question doctrinale, elle est idéologique. Vous défendez un islam, nous on est dans un islam apaisé, entendons-nous, arrêtez votre violence et apaisons notre société. Voilà l'objectif de déconstruction qu'on demande. Même mettre en place des structures pour déradicaliser ces groupes-là. Mais c'est une question de dialogue. Parce que quand on met une structure de reddition et de déradicalisation, on amène des gens violents à revenir à la normalité. Donc il y a des strates, il y a des approches, il y a des stratégies. Moi, je crois que ça se réfléchit dans des laboratoires, ça se réfléchit dans des centres, ça se réfléchit au niveau des bureaux, et ça se réfléchit avec la société. Je crois que c'est possible, il faudrait seulement tenter. On dit qui n'ose pas ne gagne pas. Et il faut une passion dans toutes choses, mais dans la recherche de la vérité aussi, dans l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup. Le Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, qui dirige les travaux concernant le projet de charte nationale pour la réconciliation, la paix et la réconciliation nationale, il y a eu des ateliers de restitution et il y a eu des plénières. Une plénière pour pouvoir chapeauter les travaux. Il a annoncé, qui a été quand même assez évocateur, comme quoi il y aura un dialogue doctrinal entre les Maliens. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à cela, vous, Ba, qui trouvez que l'approche est difficilement faisable, du moment que Ousmane Issoufi Maïga l'annonce? Je répète textuellement ses propos, comme ça. Oui, moi, vous savez, le dialogue doctrinal est un concept, est une vision, est un chemin qu'il faut essayer. Oui, mais moi je dis, en connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui, accepter de dire il faut dialoguer avec Yad Agari et Amadou Koufa, à mon avis, je ne sais pas, il n'y a aucune personne parmi nous ici autour de cette table qui peut regarder en face ces orphelins, ces veuves, ces femmes qui ont été violentées, violées, mains coupées, des jeunes dont les écoles ont été fermées pendant 12 ans, à cause de l'acte de ces barbares et de ces narcotrafiquants, dire qu'il faut négocier et les pardonner comme ça. C'est des manières... Non, il faut dialoguer, mais on n'a pas dit qu'il faut les pardonner. Oui, qu'il faut dialoguer. Je ne crois pas avoir entendu qu'il faut les pardonner. Oui, ma principale question, la principale réflexion qui vient à ma tête tout de suite, quand on dit dialoguer, je dirais nous dialoguerons sur quoi? Et si nous dialoguons sur des principes religieux, qu'ils sachent que l'islam existait au Mali depuis bien avant. Et qu'au Mali ici, le féticheur, le musulman, le chrétien, nous avons tous cohabité ensemble et que chacun partait dans ces lieux d'adoration et nous célébrons les mariages et les baptêmes ensemble. Il n'y avait jamais eu un conflit ici. Donc c'est eux qui sont fautifs et ils doivent savoir arrêter les armes. Au moment où l'armée, où l'État malien commence à avoir une vision et une stratégie sur place, je pense que ce n'est pas le moment pour dire qu'il faut dialoguer avec les terroristes. Parce que l'enjeu c'est quoi? Quel type de groupe terroriste doit-on négocier avec? Est-ce que ce sont les terroristes nationaux? Est-ce que ce sont les gens de FLA qui aujourd'hui, comme on appelle le Front pour la libération de l'Azawad, qui s'associent ou qui sont en contact avec les terroristes? Est-ce que vraiment il faut-il les pardonner et négocier avec ces gens? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je regarde l'orphelin qui a perdu son papa. Comment est-ce que moi je peux lui regarder en face et lui tenir ce genre de propos? C'est la réflexion qui me vient à l'esprit en réalité. Mais qu'est-ce que vous diriez ou quelle approche ou comment allez-vous défendre ça, ce principe où ce sont des principes de guerre qui ont toujours existé et M. Ba, beaucoup d'autres personnes l'ont dit. Quoi qu'il en soit, dans toute guerre, ça finit toujours par un dialogue. Oui. Est-ce que le Mali va rester indéfiniment dans cette guerre, cet affrontement, ce rapport de force entre Famans et les belligérants en face? Je pense que les Maliens doivent comprendre quelque chose. Le Mali a été attaqué par des enfants de son pays et ses propres enfants et d'autres personnes venant de l'extérieur. Ça, il faut le comprendre, il faut être sur il faut voir ce schéma réellement. Et aujourd'hui, s'il faut négocier, mais cela ne nous dit pas
de stopper le combat. Parce que où nous allons stopper le combat et commencer à négocier, ce sont des gens qui ne vont jamais tenir leurs promesses. Ils vont toujours essayer tant qu'ils n'ont pas. C'est un radical, un intégriste, un fondamentaliste. Tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il va toujours te combattre. S'il veut qu'on ait dans nos sociétés des femmes entièrement voilées, et des mosquées partout, et des femmes restées à la maison sans service, il n'y aura plus de mandats TV. Non, mais nous ne pouvons pas imaginer ce genre de ça, ce n'est pas l'islam que nous, Maliens, nous connaissons. Ce n'est pas l'islam que nos ancêtres nous ont légué. Ça, c'est ma réflexion, c'est ma philosophie. C'est ce que moi je vois. Je dirais, il peut y avoir de dialogue que sur des éléments. S'il y a des questions de gouvernance, d'accord. S'il y a des questions sur le capital humain, je suis d'accord. S'il y a des questions sur les questions éducatives, je suis d'accord. Qu'on nous dise, voilà, il faut intégrer l'apprentissage de l'islam, l'apprentissage du christianisme dans nos écoles, je suis d'accord. Si cela est possible. Mais dire, voilà, il faut vraiment l'islam rigoureux, l'islam fondamentaliste, nous ne le connaissons pas. Nous connaissons l'islam tolérant. Nous connaissons l'islam qui accepte de vivre avec un féticheur, qui accepte de vivre avec un mécréant, sans pour autant lui forcer. C'est ça. Parce que cela est justifié par notre verset coranique. Et que personne ne pourra vraiment nous convaincre sur ce plan. C'est ça ma philosophie. Est-ce que, monsieur Abdelkaï, est-ce que le principe de poser un dialogue veut dire qu'on va forcément accepter toutes les conditions venant de la partie en face? La partie en face a une condition qui est intouchable, qui est la question de l'islamisation du Mali. Je suis musulman, et je suis entre guillemets imam, je ne suis pas contre l'islam, mais en réalité, je ne suis pas du point de vue qu'on force les chrétiens ou qu'on essaie de dire on va appliquer la charia à Gao par exemple. Mais et les chrétiens, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? C'est ça la question principale. Notre situation est difficile, extrêmement difficile. C'est une situation aujourd'hui, à mon avis, ce dialogue-là, on a dépassé le stade de dialogue. Maintenant pour l'instant. Peut-être le dialogue va venir après. Mais là où nous sommes, moi je pense qu'il faut continuer avec les combats et revoir nos stratégies militaires afin de sécuriser. On l'a vu. Moi, je lisais ce matin une citation d'Ibrahim Boubacar Keïta à Kala Laké dans son paradis. Quand il disait en 2014, décembre 2014, quand il disait « Aucune fanfaronnade politicienne ne me fera débarquer à Kidal et créer un incident ». Vous voyez un peu, à l'époque, les gens ne pouvaient pas. Aujourd'hui, on commence à aller à Kidal, on commence à aller à Meneka, on peut aller à Kaï, mais c'est une situation que nous commençons à un peu gérer. Donc, il faut en ce moment donner le courage, à mon avis, des forces armées et de défense de pouvoir continuer leur activité afin qu'on puisse vraiment recouvrir la totalité de notre territoire. Et en ce moment, on pourra parler de dialogue. Monsieur Ba, est-ce que vous comprenez aussi ce que dit un petit peu Monsieur Abdelkaï, comme quoi en installant ce dialogue doctrinal, c'est comme si on allait vers l'islamisation totale du Mali? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Lui-même sait très bien que l'action des forces armées, c'est une action continuelle. Moi, je crois que je comprends bien ce qu'il est en train de dire, le danger et ses craintes, mais le pays arrive à un stade aujourd'hui où il faudrait bien réfléchir. Ça ne peut pas être fait comme ça. C'est sur la base d'une réflexion. On a parlé des oulémas, des sachants, mais notre société est basée sur quoi? Avant que cette crise prenne cette dimension, nous avons ce qu'on appelle les madrasas, c'est-à-dire l'école coranique à la base. Ça, c'est des enfants entre 7 ans jusqu'à 14 ans. Après, il y a ce qu'on appelle les majlis. C'est la formation professionnelle, c'est le lieu d'expertise. C'est vraiment des lieux où on apprend le savoir islamique, avec les fiqh, avec tout. Et après, nous avons aussi les aviyas. C'est-à-dire c'est des lieux de prêche, c'est des lieux de connaissances. Donc notre société n'a pas évolué ex nihilo. Nous avons des connaissances, nous avons des oulémas. Ce dialogue ne se fait pas comme ça. Moi qui vous parle, je parle de ce dialogue. J'ai été au dialogue intermalien, mais j'ai discuté avec des oulémas. J'ai discuté avec des gens en Mauritanie même. J'ai rencontré des gens qui travaillent sur la question. Et on m'a recommandé des gens, je les ai vus. Ça veut dire que c'est des sachants, des oulémas, des connaisseurs qui vont définir le corpus du dialogue. Ça c'est il faut être très clair là-dessus. Si on doit faire le dialogue, ce n'est pas moi qui m'élève, ni lui, ni vous. C'est des connaisseurs qui peuvent dire sur la base de l'islam, sur la base aussi des hadiths, voilà ce qui est proposé pour gérer la société, pour gérer l'État, pour gérer la famille et pour gérer l'individu. Donc, mais est-ce que vous n'entendez pas aussi que le Mali est un État laïque? On ne peut pas, on ne peut pas parler des familles, des sociétés. Oui, mais installer ce corpus forcément sur la base de l'islam peut être aussi aller vers à tous les Maliens, à toutes les sociétés religieuses. Non. Et comment ça peut se faire si ce n'est pas imposé à tous les Maliens, à toutes les sociétés? Parce que je ne suis pas un ouléma, c'est aux oulémas de le définir pour dire bon,
Voilà comment les autres pays l'ont fait. L'Algérie a fait une guerre civile pendant 10 ans, qui a fait des milliers de morts, mais ils ont fait la concorde civile. Ils ont défini des règles. Il y en a qui ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté, ils les ont combattus, ils les ont tués. La Mauritanie, bien sûr, on en a parlé. Elle a commencé au niveau des prisons, mais elle a permis de définir des règles, même si elle est islamique. Elle l'a fait. Mais maintenant, nous sommes dans une société laïque, une république. Il s'agit de trouver les éléments d'analyse. Ça, c'est pas un truc qui se fait comme ça sur un plateau seulement. Ça demande une réflexion, une stratégie, une méthodologie, une approche. C'est les oulémas. Ce sont ces oulémas qui le font, c'est pas moi. Bon, est-ce que l'approche que le Mali tend à vraiment avoir ne passe pas par le dialogue intermalien, ne passe pas par... Tu as dit tout de suite que le Premier ministre a dit... Oui, il l'a dit quand même. Il l'a dit, mais entre-temps, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que si on donne la parole aux sachants oulémas, aux exégèses, sur la base de la jurisprudence islamique, sur la base du Coran, sur la base des hadiths authentiques, de trouver quelque chose et de proposer à ces gens. En leur proposant, on reste dans la République, on reste dans la laïcité, là où l'islam est développé, là où l'islam s'applique. On va leur dire, nous, on pratique notre islam, mais voilà nos principes, voilà nos valeurs. Acceptez ça. N'aimons pas la violence. Le problème du débat doctrinal, c'est l'utilisation du discours radical. C'est comment déconstruire ce discours et aller dans un islam apaisé. Mais si ça n'a rien à voir avec la laïcité, n'a rien à voir avec les chrétiens. On parle d'islam apaisé dans un pays pluriel. Voilà le sujet. Moi, à mon avis, pour aller rapidement, à mon avis, la charia ne s'impose pas. La charia ne s'impose pas religieusement, de façon religieuse et islamique. Et deuxièmement, qui doit parler au nom des musulmans, c'est pas comme ça. Même actuellement, le leader, vous m'excusez entre guillemets, les leaders religieux qui parlent au nom des musulmans, en réalité, sur le plan juridico-islamique, ils ne font pas l'unanimité. L'unanimité parce qu'elle est musulmane, mais elle n'a pas voté pour celui qui parle à son nom aujourd'hui. Je ne vais pas citer un nom quand même. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces gens-là. Qui doit être le califat? Qui doit juger en islam? Voilà des questions que moi je détiens des réponses et que les ulémas détiennent des réponses. Ce n'est pas Ahmed Koufa qui aujourd'hui détient, doit juger ou doit parler à mon nom. Pas du tout. En tant que musulman, moi je ne suis pas d'accord. Donc voilà un peu ces réflexions. Mais la question principale c'est quoi? La question principale, qui seront ces oulémas-là? Parce qu'il y a des courants différents dans notre pays également. Il n'y a pas que malikite. Vrai, nous sommes une nation où à majorité malikite, mais il y a aussi des gens qui sont sur d'autres voies. Et il y a des imams, des gens qui sont sur la voie de l'imam Ahmed Ambal, Hanafi, etc. aujourd'hui au Mali. Donc il faut faire extrêmement attention pour vraiment ne pas attacher les mains du Mali et le remettre à son ennemi. Ça, c'est ce que je vois venir. C'est ça ma crainte en réalité. La Mauritanie est un cas spécifique. Je connais ces pays, j'ai étudié dans ce pays. Et je sais comment les choses fonctionnent. Et je sais à cause de l'existence d'un parti politique islamique qui a eu ce débat. Et nous, on n'a pas de parti politique islamique au Mali. Donc, pas encore, oui. Officiel. Même s'il y a des mouvements politico-religieux qu'on a vus à l'époque, qui n'existent même plus parce que tout est dissous. Mais en réalité, il faut qu'on fasse extrêmement attention au contenu de ces dialogues-là. Moi, les questions religieuses sont des questions extrêmement sensibles. Une nation, on n'a pas encore fait un conflit. Il n'y a pas de conflit religieux. Il y a juste des bandits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous êtes un chercheur, vous le savez. Les revendications de ces terroristes-là, 99% n'a rien à voir avec l'islam. L'islam ne te permet pas de tuer une personne, à plus forte raison de brûler toute une communauté, de brûler une famille, de brûler un foyer, de brûler un village. Il le dit dans le Coran, il dit celui qui ôte une âme, c'est comme s'il a ôté de l'âme à toute l'humanité. Mais comment moi je peux adhérer à cette philosophie de dire on a le droit au nom de Dieu de tuer, de mettre la bombe et brûler toute une mosquée, brûler des gens qui sont en train de prier? Mais c'est une pensée vraiment folle. C'est des fous de Satan qu'il faut vraiment les combattre. Ça, c'est ma philosophie. Monsieur Ba, on sait au Mali que les tendances religieuses, notamment islamiques, ne sont pas sur le même pied d'égalité. Ah oui. Et comment ce dialogue peut se faire du moment qu'au niveau même de l'islam, au niveau de notre territoire national, on a tellement de tendances. Comment on peut envisager un dialogue dans ce cas? Non, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre, c'est pas au Mali seulement. Il a parlé des tendances islamiques. Les tendances islamiques sont souvent antagonistes. Il a parlé. Quelles sont les tendances islamiques? Il y a la tendance malikite qui est dominante quand même, ça c'est clair, en Afrique de l'Ouest, au Sahel et même au Maghreb. Bon, il y a les tendances hambalistes
salafistes et même wahhabites qui sont nés après. J'ai parlé des parcours depuis les frères musulmans et tout ce qui a connu, il y a eu comme évolution dans le monde, d'Iran avec les chiites. Mais la difficulté, elle est réelle. Mais la question, c'est qui fait le travail. Ce n'est pas un travail qu'on va s'élever comme ça, allons au dialogue. Mais il y a des oulémas. Les oulémas, quelle est leur mission? Les imams, c'est de la pédagogie d'abord. C'est de définir. Et puis, n'oublions pas notre pays. Mais excusez-moi, M. Bav, vous avez vu des imams où on les a coupé leurs mains. Des imams ont été tués par ces gens. Oui. Des imams ont été égorgés en train de prier dans ce pays. Oui. Pas des terroristes et des narcotrafiquants. Moi, je fais la différence entre des actions violentes menées par ces actes et la possibilité pour des penseurs qui comprennent le monde, qui comprennent le hadith et le Coran, qui peuvent sortir un corpus pour dire attention. C'est ça, c'est la capacité et la pédagogie de leur opposer cette déconstruction. C'est ce qui est recherché. C'est pas facile, je le reconnais, mais c'est faisable. Pourquoi? Parce que notre pays, quand même, aussi est basé sur la connaissance, sur le savoir, sur l'intelligence. Vous savez, qu'est-ce qui reste dans un pays? On peut détruire tout s'il y a l'intelligence, s'il y a la connaissance, ces pays se relèvent. Mais si on détruit l'intelligence, on détruit la connaissance et le savoir d'un pays, mais ce pays ne peut pas se relever. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des grands pays comme la Turquie, même l'Iran, l'Israël ou autres? C'est la connaissance et le savoir, les savoirs technologiques, les savoirs de société, les savoirs, les connaissances. Donc nous-mêmes développons nos savoirs et tentons d'essayer. Et c'est-à-dire aller au dialogue ne veut pas dire aller tout de suite et régler le problème. C'est un essai. Et l'essai se fait sur des corpus, sur des règles. Je l'ai dit tout à l'heure dans le débat. Il y a des étapes. Constituons d'abord le corpus avec des oulémas, première étape. Deuxièmement, trouvons un ancrage au niveau institutionnel, présidence ou à un niveau en tout cas élevé, qu'il y ait en tout cas une convergence des acteurs, pas à un niveau ministériel, à un niveau vraiment de la présence pour que la primature et les ministères se reconnaissent. Troisièmement, mettons les sociétés ensemble, parce que ce qu'on ne doit pas oublier dans nos sociétés, la question de l'islam, elle est réelle, mais entre la société islamique et la société traditionnelle et coutumière, il y a quand même un lien. Toutes les légitimités traditionnelles travaillent avec les légitimités islamiques dans notre pays. Donc ça veut dire quoi? Dans ce dialogue, ce n'est pas seulement le côté islam. Il y a les références islamiques, il y a les références traditionnelles, coutumières, il y a les références aussi des dialogues de nos sociétés. Donc tout ça combiné, nous, on ne peut pas dire que nos sociétés n'ont pas cette capacité. Ceux qui sont violents là, qui ont coupé les mains, qui ont égorgé, ils l'ont fait. Mais ils comprendront que ça ne peut pas tenir dans un pays. On peut le faire pendant un moment, mais à un moment donné, ça ne marchera pas. Et je crois que dans le monde, il y a des cas de violence. En Algérie, il y a eu les années de plomb entre 90 et 2000. Il y a eu des morts, mais après, ils sont arrivés à la concorde civile. Et il y a d'autres, en Arabie Saoudite, il y a eu des dialogues. Au Maroc, il y a eu des dialogues. D'ailleurs, le Maroc finance les imams. Vous pensez que, et je dis bien, ces imams formés ne sont pas capables de développer des idéologies permettant à ceux qui sont violents de comprendre? Je pense que c'est un travail de longue haleine et je crois que c'est un travail de durée. On dit souvent que le génie est une longue patience. Les gens patients sont des génies. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien, On essaye d'avancer avec les téléspectateurs pour mieux comprendre tout ça. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes quand même sans savoir de cette question assez sensible de poser un discours, un débat entre islamisation ou islamique et la gouvernance. Et le Mali voudrait ne pas associer les deux justement. Mais écoutez, bon, moi je ne sais pas ce qu'en pense Abdoulaye, mais le débat aujourd'hui au Mali, c'est pas sur l'islamisation, la gouvernance. Le débat, c'est que nous sommes dans un État laïque. Ça a été tranché. Et c'est clair, un État laïque, républicain. C'est ça la pensée. Mais dans la laïcité, dans la République, des gens ont leur propre approche. On a rappelé tout de suite, il y a des courants religieux, des chrétiens, des musulmans. Mais notre société est quand même à 90%, même plus. Une société islamique. C'est une société où les musulmans dominent à grande échelle. Et les gens qui combattent l'État, les gens qui sont dans la violence, utilisent l'islam comme outil. C'est là la difficulté et la question. Moi, je ne suis pas dans le débat sur la question de l'islamisme. Je ne suis pas dans le débat entre la relation entre l'islam et la laïcité. Je ne suis pas. Ce débat a été fait et ça a été tranché par la Constitution. Le débat, est-ce que sur le terrain doctrinal, sur le terrain des valeurs de l'islam, le Coran, je dis bien dans sa dimension
et les hadiths authentiques, les exégèses, on peut montrer à des gens qui ne veulent pas ou qui sont dans la radicalisation d'accepter que la République peut bien fonctionner et qu'on peut discuter. Ce débat, il est clair, il a été fait pendant le dialogue intermalien. Et il a dit que moi je suis venu, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, et il y a eu des propositions, 2 propositions. Un, ouvrons le dialogue doctrinal avec les groupes dits djihadistes. Deuxièmement, utilisons les ulémas. Maintenant, on est à la charte. C'est ça la question. J'ai appris qu'il y a des mesures transitoires où on a fait des propositions au président de la transition pour réfléchir sur la question. Et que cette question n'est pas dans la charte. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que les autorités le veulent. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure que le Premier ministre a dit... Il a annoncé en tout cas, je ne fais que répéter. À tout moment, quand les gouvernants le veulent, on peut engager le dialogue. Engager le dialogue ne veut pas dire à Koufa, viens nous occuper, ou bien viens t'asseoir, ou bien à Yad. C'est de mettre les sachants, les oulémas, les exégèses, de sortir dans les textes coraniques, qu'est-ce qui peut permettre. Et ce n'est pas seulement avec les groupes djihadistes, même dans nos mosquées, même dans nos trucs, il est possible qu'il y ait des problèmes entre nous. Un jour, ce dialogue doctrinal, c'est entre nous-mêmes aussi. C'est entre les Maliens dans les mosquées, c'est entre les Maliens dans la perception de l'islam, entre les courants. Ça commence par là d'abord. Il faut de la pédagogie, nous former pour qu'on évite des combats alors qu'on n'en a pas besoin. Et c'est un pays quand même qui a connu le Tariq al-Fatash et puis d'autres outils depuis des années, et depuis le 15e siècle, avec les différentes universités de Tombouctou. Donc on a un héritage socio-historique islamique. On n'est pas quand même venu ex nihilo. Donc moi je crois que c'est dans le travail, dans la recherche, dans l'intelligence, dans l'analyse qu'on pourra le faire. Ce n'est pas dans la précipitation, ce n'est pas Vous dans savez, monsieur oui. Ba, en islam, le dialogue, quand 2 individus se combattent, c'est clairement dit dans le Coran comment négocier entre eux. Oui. Comment dialoguer. C'est clairement dit dans le Coran. Nous le savons, les gens le savent. Mais on n'est plus à ce stade aujourd'hui. C'est ce que les gens doivent comprendre. Moi, je ne suis pas... si vraiment le dialogue est possible, je pense qu'on a fait le dialogue. On vient d'avoir une charte qui, au moment même où nous parlons, est en train d'être remise au chef de l'État. Bon, je pense que c'est une réflexion qui est là. La réflexion, à mon avis, moi, personnellement, je n'y adhère pas à la question, à tout ce qu'on appelle doctrine. Parce qu'en matière de l'islam, il n'y a pas de doctrine. Hein. Il n'y a que le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il n'y a plus qui que ce soit. Tout ça là, tu vas rentrer dans d'autres choses. Il y a quand même des hadiths. Non, les hadiths là, c'est les dits du prophète Mohammed. C'est ce que j'ai dit. Et basé sur le Coran, il n'a pas dit comme ça. Les fiqhi, ça dit la jurisprudence. Oui, tout ça là prennent leur source dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed. Donc ça, qu'on s'arrête là. Mais si on veut développer, parce que moi je pense que je suis un grand savant, je développe un concept et que je vais prendre le nœud de mettre la corde au nœud des autres musulmans et les tirer vers ça, on risquera de s'adonner au Satan. Donc moi je suis quand même quelqu'un j'ai un peu peur de ces réflexions-là en réalité. Arrêtons-nous au Coran et aux hadiths, et c'est primordial en islam des principes islamiques. Même s'il y a une église dans une communauté, dans un petit village, on n'a pas le droit de l'attaquer. À plus forte raison, une mosquée. Mais des mosquées ont été brûlées ici. Des gens ont été tués dans les mosquées. Au nom de quel Dieu, je me demande. Je me demande. Donc pour cela que je dis, voilà, ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là que pour eux-mêmes, que leur propre affaire. D'accord, revenons au sujet de la paix. Hein. Je pense que dans tout ça, aller au dialogue, c'est vraiment aller à un État stable, un État où tout le monde est vraiment en cohésion, à cultiver cette cohésion nationale. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, le dialogue intermalien, ça n'a pas été suffisant, monsieur Ba? Voilà, vous avez été, je connais déjà vos approches. Le dialogue, on ne peut pas se reposer sur le dialogue intermalien et notamment sur la charte qui va être une loi pour pouvoir avoir un État malien stable. Mais écoutez là, je comprends l'approche du dialogue, mais est-ce que déjà ces 2 outils peuvent pas être déjà assez bons? Non, mais on verra, c'est dans la pratique, on verra. C'est-à-dire qu'on a organisé le dialogue, plusieurs types de dialogues intermaliens depuis 2017. On a cité la conférence d'entente nationale, on a parlé du DENI, maintenant on a parlé des assises. Maintenant on est dans un type de dialogue. Maintenant on attend de voir quelle est la charte qui a été adoptée, quels sont les contenus, la structuration, et voir est-ce que cette charte permettra aux Maliens de s'entendre. Mais si, je dis bien, des belligérants ne sont pas là-dedans et ne veulent pas, c'est un problème. On peut les récupérer après. Ça veut dire quoi? Un dialogue est un processus de longue haleine. Il y a des pensées,
il y a des raisonnements, il y a des visions, il y a aussi des résultats attendus. Ça veut dire quoi? Ne regardons pas le document en lui-même, mais regardons la méthode, les hommes qui l'animent, les capacités qui se développent pour aboutir à ce processus. Ce processus, c'est des idées. Même si aujourd'hui on est en belligérance avec des groupes armés, on est en belligérance avec des groupes qui se disent idéologiquement violents, mais demain, c'est le rapport de force. Le droit est là, le droit reste le même, mais les rapports de force vont changer. Et ces rapports de force peuvent amener à un dialogue dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour cela qu'il ne faut jamais minimiser la capacité et le génie créateur d'un pays. Un pays, c'est des savants, c'est des oulémas, c'est des connaisseurs. Aujourd'hui, on est dans la guerre, il est dit qu'allons-y à la guerre. Mais la guerre va prendre combien de temps? Il y a des pays qui ont fait la guerre pendant 15 ans, 20 ans, mais ils sont arrivés au dialogue. Donc, moi, je crois, préparons aujourd'hui pour nos enfants qui sont dans des difficultés, parce que nous qui gérons aujourd'hui, on va partir, d'autres viendront. Donc, si aujourd'hui on ne prépare pas les éléments de demain, ce n'est pas demain qu'on va préparer les éléments d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dialectiquement, nous avons la capacité, nous avons les hommes, préparons et donnons ces moyens à nos enfants, à nos petits-enfants pour qu'ils puissent le faire. Voilà tout le système. Hein. C'est vraiment une dialectique de réflexion depuis les temps les plus anciens, la Grèce antique, les réflexions de la démocratie, c'est pas aujourd'hui. La réflexion sur la République, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis les Montesquieu, c'est depuis les Pythagore, c'est depuis les Aristote, et puis depuis les autres. Donc, on a vu une évolution, des révolutions, des sociétés qui ont changé, des dictatures, des républiques, après des changements, des empires, et on est venu à la démocratie. Donc, ne minimisons pas le génie créateur des nations et des sociétés. C'est possible, et Fadimata, vraiment c'est possible aujourd'hui que les générations actuelles puissent trouver des corpus qu'on mettra à nos enfants de demain. Voilà, moi, ma conclusion par rapport à la question, et je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le génie est une longue patience, mais aussi les idées gouvernent le monde. Ce sont les capacités, les intelligences, les savoirs et les connaissances qui peuvent amener des sociétés à se transformer, à se transcender et aboutir à des processus de paix durables. Merci beaucoup, M. Ba. Moi, je pense qu'il y a eu un produit fini, animé par des savants, des chercheurs, des experts, de toute spécialité, de tout domaine au Mali ici pendant ce qu'on appelle cette charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Je pense que c'est un produit fini où tous les Maliens doivent y adhérer, chacun trouve sa part dedans. Tout le monde se reflète ou se voit dans cette charte-là. Moi, je l'ai lu, j'ai vu, je pense que c'est un document qui reflète la réalité socio-culturelle du Mali. Et maintenant, ne serait-ce que moi, je pense que nous devons tous aller vers l'appropriation de ce document-là, enfin, comme ça serait une loi déjà, afin de demander aux autorités de la transition d'accélérer l'application de cette charte. Parce que ça y va par la stabilité du Mali. Il faut cela pour qu'il y ait la stabilité du Mali. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire encore un autre dialogue mieux que ça. Tous les Maliens se sont retrouvés dedans. Ceux qui n'ont pas voulu venir, cela n'engage que. Celui qui ne fait pas aussi la paix ne fera jamais la paix. Ça, c'est une réalité. On ne force pas quelqu'un à faire la paix. On le fait la paix quand nous voulons. Celui qui pense qu'il a la force de ne pas venir faire la paix avec ses frères, il va rester derrière le mur et il ne fait que jeter la pierre. Mais un jour, il sera attrapé. Merci, monsieur. Le temps risquerait de nous faire défaut. On ne saura terminer ce plateau, c'est notre spécialité, avec quelques recommandations de vos parts pour le dialogue, pas pour le dialogue doctrinal, je précise bien. Ou quelle approche pensez-vous que les Maliens doivent avoir pour enfin arriver à la paix? Je vais commencer par je veux que ça soit clair. Moi, je suis contre le dialogue doctrinal, mais je suis pour des dialogues communautaires. Ça, c'est très simple. Un dialogue doctrinal, je l'ai développé, je sais de quoi il s'agit. Mais à mon avis, aujourd'hui, nos grands ancêtres ont toujours eu des dialogues entre eux. Et nos sociétés ont toujours fonctionné. Les différentes confessions religieuses ont toujours vécu ensemble dans ce pays. Il n'y a jamais eu de problème. À mon avis, parmi les recommandations que moi j'ai, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit être très proche de la population. Ça, c'est l'une des premières recommandations. Parce que qui dit une armée puissante, c'est une armée qui est appuyée par la population, qui leur donne des renseignements, qui leur donne des informations. Et ce qu'on doit vraiment que la politique actuelle, c'est-à-dire le nouveau commandement qui est sur place, vraiment qu'on donne tous les moyens à ce nouveau commandement afin que ce commandement-là puisse vraiment continuer à faire des résultats comme ils l'ont fait tout près hier à Nyono, en détruisant des bases terroristes. Ça, c'est déjà des exploits que moi j'applaudis et que je pense que si nous continuons comme ça, nous allons avoir la paix et faire une république stable ici. Merci beaucoup. Monsieur Ba, en quelques lignes, s'il vous plaît. En quelques lignes, oui. Moi je crois que tout processus de dialogue a ses avantages et ses inconvénients. Mais le génie créateur des nations, c'est d'amener une société à discuter. Sortons des pensées uniques. Travaillons sur la pluralité des idées. Travaillons aussi sur le génie de notre pays. Nous sommes un pays qui a des capacités. Donc ça veut dire quoi? Parmi les recommandations, qu'il y ait une convergence
de notre société, je parle des forces vives de la nation, sur les questions stratégiques, comme la question du dialogue, que ce soit doctrinal ou communautaire, en tout cas c'est un dialogue. Le deuxième élément, qu'on comprenne que la sécurité n'a pas de prix. Un pays qui n'est pas sécurisé, n'est pas stable, aujourd'hui n'est pas attractif. Nous avons besoin d'être sécurisés pour que nous puissions nous développer. Et pour nous développer, il faudrait qu'il y ait la pensée, qu'il y ait l'intelligence, qu'il y ait la connaissance, qu'il y ait le savoir. Et vraiment, c'est ça qui va impulser, ça c'est la deuxième recommandation, donc une société de savoir et de multilinguisme et de pluralité de connaissances. Troisième élément, il faudrait qu'il y ait une convergence et une acceptation vraiment des uns et des autres. Nous sommes une société vraiment qui a des capacités d'entente. Nous avons des religions, nous avons toujours eu, je dis bien, cette cohabitation. Il faut aller un peu vers la paix, la cohésion sociale. Donc voilà en gros mes recommandations. Je suis convaincu que lorsqu'on va travailler sur ça, les questions religieuses seront transcendées et le pays sera beaucoup plus stable. Merci beaucoup, messieurs. Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, vous avez pu voir d'éminentes personnalités qui s'y connaissent bien sur la question. Il s'agit de monsieur Boubacar Ba, il est chercheur, directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, avec monsieur Mohamed Abdellahi El Kali, sociologue spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Monsieur Abdellahi est sociologue, il écrit beaucoup. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un de ses bouquins, le tout dernier. Il s'agit de Fatou, au cœur du pouvoir et des épreuves familiales. Voilà, c'est un livre qu'il faudrait aller chercher dans toutes les librairies de la place. Vraiment, vivement, je vous conseille de le lire. Messieurs, je vais vous laisser dire vos derniers mots de la fin pour dire au revoir aux téléspectateurs pour leur présence jusqu'au bout de ce débat. Bon, écoutez. L'honneur à vous d'abord. Bon, au revoir et vraiment je remercie mon collègue et vous-même pour cette qualité dans l'animation et salutations aux téléspectateurs et téléspectatrices de Mandé TV. Merci beaucoup, monsieur Ba, monsieur... Merci beaucoup à Fadima, un plateau vraiment extraordinaire qui est impartial, qui n'a pas de parti prise. Et également, je lance le dernier message au peuple malien, surtout aux jeunes, de s'approprier de cette charte afin qu'on puisse vraiment faire un peu de lobbying pour que les autorités de la transition puissent mettre en application ces recommandations de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Merci. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Nous sommes à la fin de ce débat d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu pas mal de réponses aux questions que vous pouvez vous poser, notamment sur les différents dialogues, sur la question du dialogue doctrinal, sur ce plateau qui a pour thème la question du dialogue doctrinal, enjeux, défis et perspectives. Voilà, ça a été clair sur ce plateau. J'ai le plaisir d'avoir monsieur Boubacar Ba. Il est chercheur, directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, avec monsieur Mohamed Abdellahi El Kali, sociologue spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali pour pouvoir voir et revoir toutes nos émissions. On se dit à la prochaine pour un autre débat, une autre thématique. Au revoir.